Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo et je reviens avec une nouvelle dans laquelle on va parler de fruits. Ça peut vous sembler très étrange, on va parler aujourd'hui de pêche et de noix de coco. Alors, de quoi s'agit-il? Quand je parle des langues, j'aime beaucoup aussi parler de rencontres culturelles, avec potentiellement des chocs culturels. Parce que une langue, ce n'est pas seulement des mots de vocabulaire à apprendre, ce n'est pas seulement des tableaux de déclinaison de verbes irréguliers, même si ça fait évidemment partie des grands piliers de l'apprentissage d'une langue. Trop souvent, hélas, on se concentre uniquement sur l'aspect purement linguistique d'arriver à produire de la langue, à comprendre la langue, tout en délaissant l'aspect culturel. Et il peut y avoir des moments où les cultures s'entrechoquent parce que, avec les mêmes mots, on ne va pas forcément vouloir dire la même chose. Je vais partir sur une anecdote qui a été racontée par Erin Meyer, qui est une manageuse américaine installée en France, qui a pu donc constater les différences culturelles entre les Américains et les Français, et qui raconte la mésaventure d'un ami russe à elle, dans un vol entre la Russie et les États-Unis. Et cet ami russe était assis à côté d'un Américain. Et pendant les 9 heures qu'a duré le trajet, eh bien, à un moment, l'Américain a commencé à discuter avec le Russe. Il a commencé à lui donner des détails personnels, à lui poser des questions là aussi sur sa vie, aller assez loin dans ce qu'il pouvait raconter sur lui-même. Et vers la fin, le Russe disait « Ouah, c'est super! Jamais, normalement, les gens me parlent autant. Cette personne doit avoir un intérêt particulier avec moi, on a super bien parlé, ça veut dire que quelque chose se crée. » Vous savez que quand vous arrivez à parler avec une personne et là vous sentez qu'il y a une certaine alchimie, eh bien là c'était pareil. Sachant que pour les Russes, on ne se livre pas autant, en tout cas pas si facilement, pas si vite. Et à la fin du trajet, le Russe a commencé à se dire qu'il allait donner ses coordonnées à l'Américain. Il commence à chercher un papier pour pouvoir écrire son numéro de téléphone. Et là, l'Américain se lève, lui dit « J'étais très content de faire ce trajet avec vous et je vous souhaite un bon séjour. » Et il est parti. Et là, le Russe ne comprenait absolument pas. Il se disait « Mais c'est pas possible, cette personne a parlé avec moi pendant super longtemps, on a échangé sur énormément de sujets. » Et il se sentait même trahi. Il se disait que ce n'était pas normal qu'on puisse autant se livrer, autant donner des indications que la conversation allait vers quelque chose de profond et de sincère pour ensuite quasiment s'enfuir. Et ce qui est intéressant, c'est que ni le Russe ni l'Américain n'étaient en tort dans l'histoire. Simplement, ils ont pu démontrer qu'ils avaient des cultures différentes, des approches différentes et qu'en fonction de sa culture, on ne se livre pas de la même façon, surtout dans un premier échange. Et c'est là qu'entre en scène le modèle des pêches et des noix de coco, qui a été théorisé par le psychologue d'origine allemande Kurt Lewin, ou Kurt Lewin, et ensuite popularisé par le théoricien des organisations von Strampenaars. Et que sont ces pêches et ces abricots? Je ne vais pas vous faire injure, vous savez très bien que ces fruits sont différents dans le sens où la pêche est d'extérieur assez moelleuse, on va dire, assez sucrée. Bref, c'est assez agréable de voir une pêche, c'est assez agréable de croquer dans une pêche. Et quand on croque dedans, on se rend compte qu'il y a là un noyau qui va être très dur. A contrario, une noix de coco, c'est un fruit qui a une apparence très austère, où c'est très difficile de rentrer dedans parce qu'il faut y aller. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà cassé une noix de coco, ça demande pas mal d'efforts. Mais à l'intérieur, il y a le fruit qui est là, qui est sucré, qui est très agréable. Et ça va servir à schématiser les deux grands modes d'interaction qui vont être les pêches et les noix de coco. C'est-à-dire que dans une culture de pêche, eh bien les gens vont très vite se livrer. Ils vont très vite tutoyer, ils vont très vite donner leur nom, ils vont très vite s'appeler par leur prénom, ils vont très vite donner des détails personnels, demander des détails personnels, proposer très vite d'aller plus loin dans l'interaction, être très amicaux. Mais une fois qu'on a passé cet extérieur très affable, eh bien on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus dur, qu'il est parfois plus difficile d'aller plus loin, qu'il est plus difficile de gagner réellement la confiance de cette personne, de réellement créer une amitié avec cette personne. Chez une noix de coco, c'est l'inverse. On a un extérieur qui est relativement âpre, qui est un peu difficile d'accès, avec des gens qui sourient peu, qui font peu de blagues avec les inconnus, qui utilisent peu, on va dire, de lubrifiant social, qui vont pas faire ce que l'on appelle du small talk. Et c'est assez dur de sympathiser avec eux. Mais une fois qu'on a réussi à briser la coquille, eh bien, on a des personnes qui peuvent être très agréables, très gentilles,
et qui vont vraiment devenir potentiellement des amis pour la vie. Et là, avec cet épisode de l'avion, on a un pur exemple de choc culturel entre une pêche et une noix de coco. C'est-à-dire que l'Américain, en tant que pêche, très sincèrement, était dans un avion pendant 9 heures, devait s'ennuyer comme un rat mort et a parlé avec son voisin. Simplement, il considérait que c'était une conversation sans lendemain, très agréable, et après, une fois qu'elle était arrivée à son terme, il n'y avait plus aucune raison d'aller plus loin. A l'inverse, pour le russe, la noix de coco, le fait d'avoir une interaction si profonde dès le départ était le signe que c'était vraiment une interaction très forte. L'Américain avait réussi à casser sa coquille de noix de coco, et là le Russe pensait naturellement qu'ils allaient devenir amis ou au moins sympathiser, se revoir. Et là il y a une incompréhension, parce que les pêches vont généralement considérer que les noix de coco sont austères, sont peu agréables, sont peu souriants, ne font pas d'efforts, pourraient quand même un petit peu sympathiser. Et les noix de coco considèrent que les pêches sont très sympas au premier abord, mais qu'ensuite il y a de mauvaises surprises, qui sont insincères, qu'on ne peut pas vraiment leur faire confiance, et que finalement ils peuvent être très durs sous leur aspect très sympathique. Parmi les peuples pêches, on classe généralement les Américains, les Brésiliens, les Latins, les Méditerranéens de manière générale, c'est-à-dire ces gens qui vont être au premier abord très exubérants, très sympathiques. Et parmi les noix de coco, on va classer plutôt les peuples qui sont considérés comme froids au premier abord. Pas forcément besoin de chercher plus loin, c'est exactement pour ça que les Français sont considérés comme froids, snobs par les Américains. Ça va être bien sûr les Russes, généralement les personnes germaniques, c'est-à-dire les Allemands, les Scandinaves, et ainsi de suite. Et là, j'ai eu plein d'anecdotes et d'expériences personnelles sur des chocs culturels entre des pêches et des noix de coco. Par exemple, beaucoup de Français que je connais qui sont allés vivre aux États-Unis, au début, ils n'en revenaient pas. Ils disaient « Ah, c'est super les États-Unis, les gens sont hyper sympas, je me suis fait plein d'amis, tout le monde est chaleureux, tout le monde a envie de prendre un café avec moi. » Honnêtement, c'est pas en France que j'aurais pu faire ça. Je vois à quel point les Français sont coincés, sont pas sympas. Et au début, tout se passait bien. Et une fois que la lune de miel était terminée, 6 mois plus tard, ils pouvaient dire « Ah ouais, quand même c'est différent parce que là, à tel moment, y a des gens qui m'ont dit qu'on pouvait aller prendre un café, ça s'est jamais concrétisé. Ou alors, j'ai pu avoir un problème et là, personne de tous ces gens que je pense être mes amis n'est venu m'aider. C'est dur, honnêtement, je me sens seul, j'ai l'impression de ne pas avoir de vrais amis et de pouvoir faire confiance à personne. Ou alors sur le Brésil, avec énormément de gens qui vous tapent la discute, qui ont envie de vous proposer d'aller de vous revoir ou d'aller ensemble à tel ou tel endroit, et qui vous disent au revoir sans donner leurs coordonnées, comme l'Américain dans l'avion. A l'inverse, j'ai pu aussi voir des étrangers qui étaient venus en France et qui avaient eu au début pas mal de difficultés à s'intégrer, surtout à Paris, c'est-à-dire les gens sont stressés, les gens sont durs avec moi, les gens corrigent mes fautes de français. Et à la fin, petit à petit, une fois ce premier contact un peu difficile à passer, ils ont pu se rendre compte qu'ils ont pu se faire des amis et que les Français n'étaient pas aussi monstrueux, aussi froids, aussi arrogants qu'ils le pensaient au début. Ou encore, si on est plutôt une pêche soi-même, qu'on est très affable, eh bien on peut avoir de mauvaises réactions dans des pays de noix de coco. Par exemple, une fois, quelqu'un m'avait raconté être allé en Russie et naturellement être quelqu'un de très souriant et souriait à tout le monde. Et à un moment, dans un magasin, il a commencé à sourire à des gens. Et là, ils lui ont dit « Attends, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de moi ?» Et ça ne veut pas dire que les Russes sont méchants ou que lui est beaucoup trop gentil. C'est simplement qu'il y a eu une incompréhension qui a pu mener à une situation conflictuelle. Et moi aussi, bien sûr, vu que j'ai appris plusieurs langues, j'étais confronté à plusieurs peuples, parfois très différents. Je peux vous dire qu'entre des Italiens et des Finlandais, c'est le jour et la nuit. Les Finlandais ont dit, par exemple, que... il y a une blague sur les Finlandais, c'est-à-dire qu'il y a 2 Finlandais qui vont avoir un verre, rester 10 minutes sans parler, et tout d'un coup, il y en a un qui dit « keep peace », c'est-à-dire « santé », et l'autre lui dit « attends, on est là pour parler ou pour boire ?» Et ça, c'est très représentatif du côté très froid que peuvent avoir les Finlandais, c'est-à-dire qu'ils sourient peu, c'est difficile de parler avec eux au début. Souvent ils vont répondre en anglais si on parle en finnois avec eux, même dans les bus parfois si une place se libère et qu'ils sont à côté de vous, ils vont aller s'asseoir ailleurs. Bref, c'est un peu âpre. Mais une fois qu'on a percé cet extérieur qui est un peu difficile d'accès, généralement ce sont des gens très sympathiques et on peut vraiment avoir des amitiés longues et surtout ça rend les noix de coco assez prévisibles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait qu'on a mis, on le sait, il n'y a pas de problème.
Après bon, ça implique souvent avec les Finlandais d'aller se bourrer la gueule pour pouvoir percer cette coquille. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ou alors, par exemple, une expérience que j'ai pu avoir au Japon, donc la dernière fois où j'y suis allé à Fukuoka en 2019, le dernier soir, je suis rentré dans un bar-restaurant, enfin ce genre d'établissement qu'il y a au Japon, et tout à coup je suis tombé sur des gens, on a sympathisé toute la soirée, ils ont voulu me payer des coups à boire à tel point qu'à la fin j'ai dû refuser ou m'en débarrasser si je voulais pas louper mon avion le lendemain. À la fin, quand on est rentré en taxi, ils ont refusé catégoriquement que je paye, j'ai passé une super soirée. Il y a 2 personnes qui m'ont laissé leur carte de visite, et un peu plus tard, je leur ai envoyé un mail sur le mail qui était indiqué sur la carte, et là, 0 réponse. Et c'est pareil, les Japonais, souvent quand les gens vont pour la première fois au Japon, ils sont ravis parce que les Japonais sont très affables, ils peuvent être très accueillants avec les touristes, vous montrer le chemin, mais pour se faire des amis au Japon, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça prend du temps et généralement les Japonais restent sur des amitiés qu'ils avaient au préalable, c'est-à-dire plutôt à l'université ou avec des collègues de travail. En tout cas, je trouve que c'est un bon modèle pour schématiser, pour faire des stéréotypes culturels, même si, bien sûr, ce modèle est à relativiser. Il ne faut pas l'appliquer en se disant que telle personne est forcément une pêche, telle personne est forcément une noix de coco. Il peut y avoir des différences régionales. Par exemple, en Italie, les Napolitains considèrent que les Milanais sont froids, arrogants, vraiment prétentieux, et ne pensent qu'à travailler. Et les Milanais vont penser que les Napolitains sont vantards, bavards et paresseux. Ce qui correspond un peu d'ailleurs aussi au cliché entre, je sais pas, Paris et Marseille. Dans une même langue, il peut y avoir aussi des éléments culturels qui vont sembler plus pêche ou noix de coco. J'ai beaucoup parlé des Finlandais qui semblaient froids, mais il faut savoir qu'en finnois, il y a le tutoiement, il y a le vouvoiement, mais c'est plutôt le tutoiement qui est utilisé dans les interactions de la vie de tous les jours. On peut tutoyer des gens dans les commerces, même si on ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam. Une fois, on avait interpellé une prof qui était finlandaise à la fac en lisant Madame. Elle avait rigolé parce qu'apparemment, l'appeler Madame, c'était beaucoup trop poli. Et par exemple, en Italie, qui est plutôt une culture pêche, il y a le tutoiement, il y a le vouvoiement, qui est un peu moins fort qu'en français, mais il y a quand même cette distinction et cette intelligence à avoir entre tutoyer, vouvoyer, dare del tu, dare del lei à une personne, parce qu'on peut faire un impair de politesse. Et bien sûr, ça peut varier en fonction du contexte. On peut très bien rencontrer des gens qui sont noix de coco dans un contexte qui s'y prête, ils vont être très agréables. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand on considère que les Russes sont des noix de coco. Et bien sûr, j'ai vu des Russes qui semblaient faire tout le temps la gueule, mais je me souviens d'un événement justement international où à la soirée de clôture, je me suis retrouvé avec la table des Russes et à discuter un moment avec une fille, et là, elle m'a dit bah, viens avec nous, et là, tous les Russes m'ont accueilli. Et ça dépend aussi des personnes, parce que d'ailleurs justement avec les Russes, j'ai remarqué un truc, souvent d'ailleurs avec les filles, c'est qu'il y en a une qui va être très extravertie, très sympathique, qui va beaucoup vous parler, et une autre qui reste dans son coin, qui vous toise, qui a l'air de vous regarder en sachant pas si vous allez essayer de la tuer. Enfin, peut-être que vous avez vu ça, mais c'est assez courant. Que dans un même groupe, il va y avoir des gens qui vont avoir plusieurs approches, et il faut avoir aussi l'intelligence de se dire cette personne peut être une pêche, une noix de coco. Ça dépend du contexte. Ça peut être un contexte où la personne est en confiance, donc elle va être plus ouverte. Ça peut être un contexte où elle va être plus réservée pour diverses raisons. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tomber dans le stéréotype complet de se dire ça c'est une pêche, ça c'est une noix de coco. Mais toujours avoir cette grille de lecture qui est intéressante, qui reste intéressante pour moi, parce qu'elle permet de se poser la question de que me dit cette personne ? Est-ce qu'elle est vraiment en train de m'inviter par exemple à boire un café ? Et qu'est-ce que je vais faire passer comme message ? Parce que souvent, par exemple les Finlandais sont très premier degré, et si vous leur dites je vais te rappeler ou il faudra qu'on aille se prendre un café un jour, eh bien pour eux, vous allez forcément les rappeler et forcément aller prendre un café un jour. Et là, ils vont se dire, bah, les Français, c'est des pêches, comme quoi c'est aussi très relatif d'une culture à l'autre. Eh bien, il m'avait dit qu'il allait me rappeler ou qu'on allait boire un café. Que dalle, je me suis fait arnaquer. Et c'est très intéressant parce que ça permet d'aller au-delà de simplement traduire ce qu'on pense en français, mais se dire, ça c'est une autre culture. Quel impact va avoir mon message ? Est-ce que si je dis une chose à la légère, ça va être pris sérieusement. Si je dis quelque chose très sérieusement, ça va être pris à la légère. Et que me dit cette personne ? Est-ce que cette personne veut vraiment devenir mon ami ? Ou comme par exemple quand on tombe face à des Américains dans des événements, tout est awesome, tout est great, tout est génial, mais en fait ils ne le pensent pas vraiment. Mais il ne faut pas pour autant penser que les pêches sont des gens qui sont faux, menteurs. Comme j'entends souvent dire que les Japonais sont hypocrites parce qu'ils ont ce tatemae, c'est-à-dire cette façade
par rapport au honne, c'est-à-dire ce qu'ils pensent vraiment. Non, c'est simplement une manière de se positionner par rapport à autrui. Dans certaines cultures, il est normal de sourire et d'être très affable. Dans d'autres cultures, on ne s'épanche pas plus que ça. D'ailleurs, il y a une blague russe qui dit que si vous voyez quelqu'un qui vous fait un immense sourire dans la rue, soit il est fou, soit il est américain. C'est simplement que ces gens-là ne sont pas méchants, ils ne sont pas durs, ils ne sont pas froids. C'est simplement que dans leur culture, on ne montre pas plus au premier abord et ensuite on va pouvoir vraiment sympathiser et vraiment développer des liens profonds. J'ai terminé à ce sujet. En tout cas, je trouve que c'est un bon modèle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le connaissiez ou non, si vous êtes plutôt pêche ou noix de coco, si vous avez appris des langues de culture pêche ou noix de coco, si vous avez pu vous rendre compte que les gens correspondaient aux stéréotypes ou non. En tout cas, c'est toujours très intéressant d'en discuter. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les langues, les différences culturelles, la communication internationale. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur mon site en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez une formation de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, pour mémoriser le vocabulaire et donc apprendre une langue plus facilement. Je vous dis à très bientôt. Salut!